Salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein. Aujourd'hui, on est avec Marion, des Audacieuses Créatives, pour commencer l'année avec un sujet un petit peu plus léger mais très important quand on a envie de communiquer à sa manière, être présent, présente, plutôt que d'être dans le bruit constant. Comment tu vas, Marion? Bonjour Florent, merci pour ton invitation et je vais bien mais j'ai un petit rhume donc si je parle du nez c'est normal. C'est la saison. On en parlait juste Voilà. avant en off. C'est la saison, des fois c'est le nez, des fois c'est la gorge, peu importe. Qu'est-ce que tu as sur le feu en ce moment, en ce début d'année ou en cette fin d'année? Pour les coulisses, on tourne ça en décembre, pour les gens qui nous écoutent. Alors sur le feu, j'ai, justement un gros ralentissement, sur cette fin d'année et j'essaye, en fait de diminuer, justement le bruit. C'est un petit peu le concept, notamment sur les réseaux sociaux. Et justement, ce que j'essaye de prouver derrière en fait, c'est un petit peu comme un laboratoire et je teste ça un peu sur moi. Et je veux essayer de montrer aux gens que, justement, quand on construit les bonnes bases sur son image de marque, l'image de marque, elle travaille pour nous et que, justement, elle peut être une vraie alliée et nous permettre de ralentir dans des périodes où on est malade, où on est fatigué, où c'est la fin d'année et on a un petit peu envie de lever le pied. Donc là, je suis en pleine phase de test sur tout ça. Trop cool. Et on attaque direct avec un vrai gros sujet, le fait de ralentir, surtout s'autoriser à ralentir et de le partager, particulièrement fort. Parce que souvent, quand on est ralenti, tiens, on va être dans sa grotte, on se dit, bah, si je montre ça, peut-être que les gens ils vont avoir une image de quelqu'un qui est pas au rendez-vous, tu vois, à eux seule culture. Est-ce que toi, ça a toujours été comme ça, le fait de t'autoriser à ralentir et de le partager, ou c'est venu avec le temps et les années? Mon Dieu, pas du tout. Alors vraiment, vraiment pas. Je suis même, en fait, depuis le début, moi, je suis vraiment une grosse bosseuse pour le coup. Et j'ai tendance, au contraire, à pas trop m'écouter quand ça tire un peu trop. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Alors après, en fait, comme j'ai une énergie qui vacille un petit peu, j'arrive quand même à avoir des phases où je suis pumped up et j'avance hyper bien et tout ça, et des phases où je sens que je ralentis. Donc, je crois que je me suis auto-équilibrée au fur et à mesure. Mais j'ai quand même du mal à m'écouter. Et là, j'avoue que euh, cette année, quand même, a été une année hyper chargée. Et donc, c'est pour ça que j'ai ressenti aussi le besoin de ralentir un petit peu. Puis, je sais pas, j'ai senti un truc un peu ambiant, tu vois, des gens qui sont un peu fatigués sur la fin d'année. Je me suis dit, bah, ça peut être l'occasion de travailler sur ça. Et, et un jour, alors je sais plus si c'était l'an dernier ou cette année, j'avais eu la remarque de Marion, t'es une machine, on dirait que tu t'arrêtes jamais et tout ça. Et je me suis dit, oula, je veux pas du tout avoir cette image-là, donc stop, on arrête ça de suite. Donc c'est un petit peu la continuité en fait de tout ça, mais non, c'est un gros travail pour moi de m'autoriser à ralentir. Et il y a, justement, tu dis que cette année était très chargée. Mm, Moi, le mm. moment où j'ai vraiment été en contact avec toi, même si on n'a pas parlé, c'était au sommet des entrepreneurs du milieu. Comment, comment, quand on aime la présence, le côté un petit peu plus calme des choses, on en vient avec le temps à être invité, à intervenir à un tel sommet et surtout à partager un message qui va pas forcément dans le sens de l'entrepreneuriat général, qui est, en fait, tu peux être comme t'es, parfois introverti, parfois aimer être dans son Mhm. coin, mais finalement faire de grandes choses et être au rendez-vous de ta créativité, ton business, tes clients, toutes ces choses-là. Moi, c'est un message qui est venu. Enfin, je l'ai construit en fait au fur et à mesure. Je suis toujours partie. Alors, je crois que c'est dans mon approche depuis le début. Je sais que j'ai toujours voulu me démarquer en mettant en avant le fait que l'image de marque doit ressembler à la personne qui porte cette image de marque. Donc, ça a toujours été d'abord la personne, d'abord l'individualité dans toute mon approche. Et, euh, et au fur et à mesure, et même, enfin, moi, je me prends aussi en exemple, mais c'est vrai que j'ai ce côté-là où je pensais qu'il fallait faire plus et être plus pour que ça accroche, parce que c'est un petit peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On a l'impression que ceux qui font le plus de bruit, qui se montrent le plus, qui sont le plus grande gueule, ben, c'est eux qui sont le plus vus. Et en fait, en essayant, enfin, j'ai jamais trop été grande gueule ou tout ça, mais en essayant de sortir, de plus être trop dans ma peau à moi,
j'ai senti qu'il y avait un trop gros décalage et je me suis dit: «Mais en fait, je crois que je suis vraiment pas la seule à ressentir ça». Et en fait, bah, tu as le droit d'être introverti, tu as le droit de pas vouloir, en faire des caisses et en fait ça marche encore plus que ceux qui en font trop. Donc je suis partie, tu vois, de ce message-là et je porte ce message depuis longtemps maintenant et en fait ça s'est affiné au fur et à mesure et je pense que ça parle, quand même à pas mal de personnes. Je sais pas si je réponds à ta question du coup, mais Ouais, 100%, 100%. Et je rebondis sur le fait que tu trouves que ça parle à beaucoup de monde. J'ai mmh, l'impression que c'est toujours une question de contraste. Plus il y a des gens qui vont faire du bruit, et plus ça va être la tendance. Et plus on va remarquer en fait les gens où c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus calme. Les gens c'est qui vrai. contrebalancent ce côté toujours plus vite, toujours plus coupé, tu sais, dans les montages par exemple, dans ces Ouais. choses-là. Et c'est un vrai sujet sur lequel je te rejoins complètement. Mais la question qui va peut-être venir aux gens qui nous écoutent, c'est: ouais, mais en fait, moi, je suis normal. Qu'est-ce que je partage quand je suis normal? Ouais. Et ça, cette question de, tu sais, je me sens pas intéressant ou je me sens un peu trop banal, donc qu'est-ce que je montre au final? C'est quelque chose qui, revient énormément et justement, c'est, ce que je travaille moi quand je fais, mes accompagnements en stratégie de marque avec mes clientes. On vient travailler sur, moi j'appelle ça la magic touch, mais c'est en fait, c'est juste c'est toi quoi, c'est, tes petites aspérités à toi, c'est ça qui font que les gens vont accrocher vont avoir ce feeling-là et je marche aussi, énormément sur, en fait, pour moi, l'image de marque, c'est vraiment enfin, c'est sa définition aussi, mais tu vois, c'est une question de perception et de ressenti. Et au final, plus tu te mets des couches de faux semblants, et moins les gens vont percevoir qui tu es, et au final, moins tu vas matcher avec les bonnes personnes. Donc, il y a vraiment ce travail-là d'accepter finalement la personne qu'on est et de voir les forces qu'on a en nous, et c'est ça qui va totalement matcher avec les bonnes personnes. Donc, il y a un travail, alors c'est limite. C'est un travail un peu mindset aussi quand tu travailles sur ton image de marque parce que justement, il faut J'allais accepter de se venir. montrer. Ouais, ouais, J'allais te demander. c'est très border, tu vois. Donc, et je suis moins à l'aise sur cette partie mindset, mais en fait, on est toujours obligé d'y toucher parce que, notamment en stratégie de marque, quand je vais accompagner mes clientes, il y a toujours cette question de qu'est-ce que je vais raconter, qui je suis finalement, qu'est-ce que j'ai de plus que quelqu'un d'autre. Et ben, ce que tu as de plus, c'est toi, tout simplement. C'est ta personnalité et c'est sur ça qu'on va travailler. Moi, avec cet outil-là de l'image de marque, mais en fait, tu peux travailler ça sur plein d'autres aspects, mindset, etc., quoi. Mmh. Ouais, bien sûr. Et par exemple, dans le cas d'un accompagnement avec toi, est-ce que tu décèles la personne avec un premier appel ou un questionnaire pour ensuite faire sa stratégie? Ou tu lui demandes juste: «Qu'est-ce que tu veux?» et tu essaies de co-construire avec elle? La première prise de contact, donc c'est effectivement via un appel découverte. Comme moi, enfin, en fait, moi, je suis positionnée en tant que prestataire de service, donc j'accompagne vraiment sur l'image de marque dans sa globalité. Donc stratégie, mais également identité visuelle, support de com. Donc de base, je suis web designer, donc je fais les sites web et tout ça, donc c'est vraiment 360. Et en fait, pendant l'appel découverte, je pose des questions sur, le parcours, et en fait, j'essaye de voir, justement, où la personne en est en termes de maturité au niveau de son positionnement, au niveau de ce qu'elle veut montrer. Parce qu'en fait, cette base stratégique, elle est nécessaire pour venir travailler tout ce qui va être plus en termes de visuel et de communication. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je vois s'il y a un besoin fort en stratégie de marque. Et donc, dans ce cas-là, j'explique tout le travail qu'il y a derrière. Et après, pendant l'accompagnement, en fait, en tout cas, ma démarche à moi, ma méthode à moi, c'est vraiment je travaille autour de 4 piliers, quoi. Et je pars toujours et c'est même très compliqué pour mes clientes parce que on rentre dans le dur dès le démarrage. C'est une grosse phase d'introspection de qui tu es et de pourquoi tu en es là aujourd'hui, de qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie pour que tu en sois là aujourd'hui. Et en fait, tout ça, ça va servir le storytelling de marque, ça va servir plein de choses. Donc, il y a vraiment tout un processus avec, moi je travaille beaucoup avec des questionnaires de l'introspection, des petits exercices. Après, on fait des petits ateliers où je pose des questions plus. Et en fait, on vient chercher et souvent, on vient déceler un petit peu le fameux pourquoi Mmh. qui est derrière la marque. Et puis après, de ça découle plein de choses. On vient travailler sur le client idéal, etc. Et puis, il y a une partie aussi qui est hyper intéressante sur les archétypes de marque que moi, j'apprécie beaucoup parce que ces fameux archétypes, ils permettent finalement un petit peu
de savoir où on se positionne et justement de se sentir un petit peu légitime dans notre approche avec notre audience cible. Et donc, j'aime bien cet outil parce que ça, voilà, on comprend un petit peu mieux pourquoi on est là et ce qu'on fait. Et puis ça fonctionne mieux derrière, ça permet que les choses soient un peu plus fluides. C'est trop bien que tu amènes ce sujet des archétypes de marque, parce que Mhm. l'épisode précédent, c'est sur les archétypes personnels. Donc, Ah, trop bien. tu vois, donc Jung, subconscient, tout ça. Ouais, Si c'est jamais vrai. toi qui nous écoutes, tu l'as pas encore écouté, il y aura sûrement des liens à faire entre ces deux épisodes. Mais la question qui me vient, c'est que déjà, c'est ouf de voir comme à chaque fois, peu importe ce qu'on propose, tu sais, stratégies, bon, c'est de l'accompagnement, il y a toujours cette partie introspection. Et c'est pas la Ouais. plus sexy. C'est pas celle qui fait toujours le plus plaisir parce que c'est pas tangible. On n'a pas encore les résultats dans notre Ouais. business. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une partie où tu vas capter les non-dits de la personne dans ce qu'elle partage dans les questionnaires, par exemple? Et comment ça te vient ou peut-être comment ça t'est venu par le passé? Ouais, ouais, bien sûr. En fait, c'est hyper important, justement de capter ce que tu dis, c'est très juste parce que tu vois dans les réponses en fait, après je sais pas si c'est, après moi je suis quelqu'un de très empathique aussi et ça m'aide énormément dans mon métier pour le coup, dans tous les métiers d'accompagnement je suppose et je pense aussi que c'est dû à l'expérience et parce que bon, ça fait 15 ans que je fais mon taf, donc j'en ai vu passer, tu vois, des profils, des entreprises et cetera. Mais c'est vrai que dans le choix des mots, dans les tournures de phrases, dans ce qu'on n'ose pas dire, je capte beaucoup de choses et en fait, c'est aussi de mon travail, tu vois? Et là, c'est la partie qui est un peu border avec le le côté mindset parce que je suis pas du tout coach, alors, je le prends avec des pincettes, mais c'est mon travail aussi, tu vois, de dire: «Mais tu vois là, ce que tu me dis, est-ce que derrière ce que tu avais envie de dire, c'était pas plutôt ça?» Et c'est souvent dans ces moments-là où ça crée des petits déclics chez mes clientes et c'est souvent là aussi on les choses qu'elles n'osent pas mettre en avant, qu'elles n'osent pas dire et ben, c'est exactement là où doit se situer l'image de marque et c'est exactement là où on doit aller. Donc c'est tout un travail, ouais, d'aller trouver un petit peu ce qu'il y a écrit entre les lignes. Bah, c'est fou, man. Je pense que dans beaucoup de métiers d'accompagnement, c'est un peu pareil. C'est toujours les choses où tu as le plus de mal à aborder, où que tu te dis: «Non, ça, on Mmh va pas mh. trop mettre de lumière là-dessus», où tu as vraiment la matière première, en fait, à disposition de la personne. Comment ça se passe quand tu accompagnes une personne? Il y a toute la partie créative qui m'intéresse et je pense qu'on va y venir dans un instant, parce que j'ai plein de questions pour toi à ce niveau-là. Mais quand tu accompagnes une personne, si on revient sur les archétypes de marque, est-ce que très vite tu vas déceler l'archétype qui va correspondre à la personne? Ou bien ça peut pivoter à un moment? Tu vois, une personne qui va Mmh. arriver avec toi et tu vas capter un certain archétype parce qu'elle a peut-être déjà travaillé sur elle-même, elle a peut-être déjà une entreprise qui tourne et au final, bah, elle a évolué et tu vois, il y a ce côté, Mmh mh. comment je fais pour transitionner sans tout casser? Donc comment ça se passe au niveau des archétypes? Je te recentre ma question. Ouais. Ouais, alors en fait, il y a plusieurs cas parce que justement, tu peux avoir, comme tu disais, des personnes qui ont déjà une communication en place, qui ont déjà une image de marque en place et qui se sentent, un peu à l'étroit et qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui ont envie de passer un peu au niveau supérieur, mais elles savent pas comment faire. Et dans ce cas-là, effectivement, on va changer d'archétype. Des fois, c'est justement d'utiliser les archétypes. C'est vraiment moi, j'adore cet outil parce que ça te permet vraiment de comprendre comment tu peux réadapter en fait ton message et ton approche en fait. Enfin, donc en fait, ça t'aide vraiment à réorienter un petit peu le message. J'ai en tête, en fait, j'ai une cliente en ce moment qui se trouvait dans certains archétypes qui étaient plus, comment dire? Un peu tranquilles, un peu doux et en fait, moi, je lui ai dit: «Bah, là, pour moi, tu vas plus vers un archétype un peu plus fort, qui a un peu plus de caractère» et souvent, c'est difficile, tu vois, de passer ce truc-là mais voilà, donc tu as le cas de la refonte où je vois qu'il y a un gap, entre là où elle est aujourd'hui et là où elle sent qu'elle devrait aller donc il y a ce travail-là et après sinon, c'est en fait, c'est vraiment au fur et à mesure de l'accompagnement. Alors, des fois, j'accompagne pas mes clientes en stratégie de marque parce que, ben, soit elles en ressentent pas le besoin, puis je veux pas les pousser non plus à acheter des trucs qu'elles veulent pas faire avec moi, ou soit parce qu'elles ont pas le budget et cetera. Mais dans tous les cas, même si, mon travail, c'est, identité visuelle, je pars sur une base stratégique et dans tous les cas, il y a ce gros questionnaire-là d'introspection qu'on n'aime pas remplir chaque fois qu'on démarre un accompagnement et qu'on est toujours obligé de remplir à chaque fois.
Et en fait, ça m'aide déjà à savoir un petit peu où elle se situe, elle, en termes personnellement déjà, parce que j'essaie toujours que ça soit relié à la personne, vu qu'on parle de marque personnelle. Et du coup, j'analyse un petit peu comment dire, des traits de caractère un peu forts qui peuvent du coup se percevoir dans les archétypes. Et surtout, le public qu'elle vise aussi, ce qu'il attend et ce qu'il recherche, ce dont il a besoin pour aller justement jusqu'à l'achat, etc. Et donc, ça va être vraiment un travail hyper global. Ma réponse, elle est un peu floue parce que du coup, c'est vraiment enfin, c'est toutes les étapes de la stratégie de marque qui permettent justement, tu vois, d'aller sur ce choix d'archétype. Et après, je me suis aussi créé, comme j'ai vraiment poussé le sujet hyper à fond, en fait, j'ai un espèce de petit tableau, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les archétypes de marque, tu as 5 dimensions qui vont te permettre un peu de te dire est-ce que tu es plutôt, je sais pas moi, naturel ou hyper forcé. Est-ce que tu es plutôt je sais pas, révolutionnaire ou plutôt calme. En fait, tu vas placer un peu une jauge dans des adjectifs comme ça. Et en fait, ça te permet de te donner 5 dimensions. Et je me suis créé un petit outil IA avec ChatGPT pour faire le décompte et tout ça, et compter, et venir scorer tous ces adjectifs et me dire, ben, OK, là, on est à 14% de cet archétype-là. Là, on est à 10% de cet archétype-là. Et en fait, je prends ce côté un peu plus scientifique, parce que moi, en fait, je suis vraiment au milieu. J'ai le truc hyper créa et le truc hyper scientifique. Donc, je prends ce que les chiffres me donnent et ce que moi, j'ai ressenti en lisant les réponses. Et puis après, je viens un petit peu faire un peu à ma sauce en fonction de ce que je ressens, tu vois, sur l'image de marque. Et c'est hyper intéressant. Du coup, je me demande, est-ce que comme avec les archétypes, on va dire personnels, forcément, tu vas avoir des tendances qui se dégagent, mais est-ce qu'il y a des choses à aller piocher dans les autres archétypes de marque, tu vois, où on pourrait se dire, par exemple, dans le dernier épisode avec Alexandre, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont loin du statu quo. Ils sont magiciens, créateurs, certains profils. Mais le statu quo, c'est pas quelque chose dans lequel les entrepreneurs se retrouvent beaucoup. En revanche, en allant piocher dans le statu quo, en l'apprivoisant et en décelant certains besoins humains qu'on a tous et toutes dans le statu quo, ça peut nous permettre d'avancer sur notre entreprise, notre connaissance de nous-mêmes et notre capacité à accompagner nos clients. Et est-ce qu'il y a un peu cette même astuce, avec des gros guillemets, dans toi, ce que tu peux proposer? Ouais, complètement. Après, ce qu'il faut se dire, c'est on a tous un petit bout de chacun des archétypes, en fait, finalement. C'est vraiment plein de facettes. On est un peu dans tout ça. Moi, ce que je fais, parce qu'après, c'est compliqué aussi, il faut pas non plus, tu vois, surcharger l'image de marque, il faut pas non plus en mettre trop. Mais ce que je fais souvent, c'est que je me dis, on a un archétype principal, parce que c'est vraiment lui qui se dégage et c'est le rôle principal. Et après, je viens choisir un ou deux archétypes soutenants qui viennent un petit peu nuancer, qui viennent un petit peu aussi se rassurer, parce que souvent, finalement, mon message, c'est ne rentre pas dans les cases qu'on t'impose, et je te donne des archétypes, et donc c'est un peu des cases dans lesquelles je te mets, tu vois. Donc c'est aussi ce truc-là de, mais attends, tu peux un peu pousser les bords des cases, et tu vois, tu appartiens aussi un petit peu ici, aussi un petit peu là. Et donc, je pense que le fait de mixer un peu, tu vois, deux, trois archétypes, ça permet aussi de mieux les appréhender et puis de mieux comprendre aussi comment les utiliser. Mais encore une fois, vraiment, on a un petit bout de chacun des archétypes, juste à des dosages un peu différents, quoi. Ok. Là, on a parlé des gens que tu accompagnes, que tu peux accompagner. Et moi, il y a un post que j'ai beaucoup aimé. C'était celui où tu partageais le fait que pendant longtemps, tu voulais tout faire seul. Mhm. Donc, pour des gens qui aiment bien rester dans leur coin, il y a cette notion Oui. de prouver. J'ai envie de t'amener sur ce sujet-là. Encore une fois, en être consciente, c'est une chose. Le Mm. partager, c'en est une autre. Ça a été quoi? Est-ce qu'il y a eu un déclic? En storytelling, on aime bien dire, oh, à ce moment-là, ça a tout changé. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi? Ou à un moment, ça a juste été, vas-y, on va voir ce que ça donne quand j'essaye de pas faire tout seul? Ouais. Je crois pas que j'ai eu un gros déclic, tu vois. Je crois que ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, euh, dans le sens où j'ai l'impression que je me suis toujours entourée. Après, c'est marrant parce que c'est aussi ce que je partageais quand je suis intervenue au sommet des entrepreneurs du milieu, où on parlait un peu de réseau, etc.
Et, et moi, le truc, c'est que j'ai jamais cherché finalement à m'entourer ou quoi. Ça s'est fait hyper naturellement. Après, l'homme est un animal social. On a besoin en fait les uns des autres. Donc du coup, j'ai toujours voulu faire les choses toute seule en me disant, en plus je suis un couteau suisse, je sais faire des millions de choses, donc je me dis c'est bon, on gère. Et puis en fait finalement tu t'aperçois que bon ben peut-être que je peux je sais pas déléguer telle partie ou peut-être que je peux me trouver tel partenaire pour discuter de tel sujet. Et en fait ça s'est plus fait au fur et à mesure. Euh, et après, quand j'ai vraiment réfléchi à la question du réseau, je dirais peut-être l'an dernier, je crois que ça s'est fait. Euh, Là, effectivement, j'ai eu ce déclic-là tu sais, d'en prendre conscience et de me dire, évidemment qu'on ne peut pas avancer tout seul. Évidemment on a besoin en fait de se sentir entouré pour n'importe quel sujet. Et que heureusement que je l'ai fait inconsciemment, parce que sinon, tu as des moments où vraiment, si tu es tout seul, je pense que ça doit être très compliqué. Ouais, je te rejoins. J'ai un petit rituel avec un copain copywriter, parce qu'avant j'étais copywriter, où tous les lundis on s'appelle et pendant 1 heure on discute de ça. Et en fait, Ouais, c'est incroyable le bien fou que ça fait, même si sur les 1 heure on va pas parler que business, que stratégie, mais oui, c'est juste pouvoir déposer en fait. Ok, ouais, en ce moment il se passe ça, ça m'a saoulé parce que ça. Et d'avoir un regard extérieur qui te dit, bah en fait là, ouais, c'était pas ouf. Ou au contraire, bah là, en fait, est-ce qu'il y avait mieux à faire? Je sais pas. Ça, ça fait beaucoup de bien. Mais je voulais t'amener là-dessus parce que je sais que dans mon audience et les auditeurs, les auditrices, c'est pas toujours acquis le fait de soit partager, soit aller chercher un bol d'air frais ailleurs. mm, Merci. À toi. avec plaisir. Mais c'est vrai que moi, ça s'est fait naturellement. Et ce que tu dis, tu vois, 1 heure tous les lundis, c'est ce que je faisais aussi quand j'avais rencontré ma business bestie friend, tu vois. Et on se faisait ça tous les lundis. Et après, même carrément, on s'est dit, ben, on va faire à manger en même temps. Donc, on se faisait du batch cooking. Et en même temps, on se parlait, mais de tout et de rien. Et en fait, ça fait du bien parce que justement, tu peux échanger sur des sujets business, mais aussi tu peux parler un peu de la vie. Et en fait, juste ça, ça fait du bien. Et, et moi, alors je pense que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, par exemple, dans mon environnement, amis, famille, etc., il n'y a pas d'entrepreneur. Et je trouve quand même que la vie d'entrepreneur est particulière et que c'est pas un truc qui est hyper compréhensible par tout le monde quand tu es dans le monde du salariat depuis tout le temps et que tu n'as jamais touché à ça. Et du coup, c'est difficile, tu sais, d'avoir des conversations où tu te sens vraiment entièrement compris. Donc, de s'entourer d'amis entrepreneurs, juste des échanges de temps en temps, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et je rajouterais même quand il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que quand c'est pas dans le cadre d'un accompagnement, Mm. ou quand c'est pas dans un cadre régi par l'argent, cette phrase est un peu forte, mais vous verrez de quoi je veux parler. Quand il n'y a vraiment pas cette barrière et que c'est juste humain à humain, je trouve ça Ouais. vraiment fort. Il y a un sujet qui est la créativité. Mhm. Et c'est un sujet que j'aime pousser sur le podcast parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, on peut vite perdre notre créativité lorsque on suit bêtement des templates qui ont été utilisés, surutilisés et réutilisés. Lorsque la réalité de faire entrer de l'argent du CA est là et que parfois on se dit, bah, je vais m'autoriser à être créatif ou à partager ce qui me fait vraiment kiffer lorsque j'aurai le CA. Alors que je pense que c'est l'inverse. Ouais. Est-ce que, tout à l'heure, tu as dit que tu étais une grosse bosseuse, et je pense que les gens qui te connaissent le ressentent, ne serait-ce que sur ton Instagram, ça se sent qu'il y a du boulot derrière. Merci. Est-ce que, est-ce que tu arrives à garder ta créativité lorsque tu bosses beaucoup? Comment ça se passe pour toi? Mm. Ouais. Euh, En fait, alors, moi, la créativité, le truc, c'est que je le vois vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai une énergie qui est vraiment en vague. Donc, j'arrive toujours pas encore à très bien comprendre comment je fonctionne, mais il y a vraiment des pics d'inspiration, de créativité, où là, en 2 jours, je peux te boucler 4 projets voilà, si je suis dans le truc, ça marche énormément. Et par contre, tu as des semaines où c'est pas là, où je le sens pas, ou un truc qui me prendrait normalement 1 heure, je sais pas, tu vois, dans mon process, il y a la création de mood board pour définir une DA sur un projet. Bah,
on va dire qu'en règle générale, ça me prend, je sais pas, 3 heures, on va dire, pour trouver les bonnes idées, etc. Et des fois, je peux mettre 7 heures parce que ça vient pas, parce que j'ai pas le truc de oui, c'est ça que je veux proposer. Et donc, effectivement, souvent, c'est des périodes où j'ai accumulé trop de travail. Par exemple, quand j'ai tendance, j'ai du mal à dire non encore. C'est encore un de mes soucis. On pourra Et, en parler. voilà, on peut en parler aussi. Et donc, des fois, je vais prendre un petit peu trop. Tu sais, t'as ta jauge de clients que tu peux prendre en parallèle, surtout en termes de créativité, parce qu'il faut quand même switcher entre tous les projets. Ça, c'est compliqué. Et des fois, je suis là, allez, je peux en faire passer un de plus parce que ça me parle vraiment, j'ai envie de le faire. Puis, comme j'aime tout, en plus, j'ai pas trop de limites dans, dans les, je sais pas, dans les personnalités que j'accompagne, dans les secteurs que j'accompagne, dans les projets, j'aime tout. Donc, c'est hyper compliqué pour moi de me dire non, ça, on dit non. Et effectivement, il y a des moments où, surtout que, tu sais, tu as toujours ces phases où tu as l'impression que tout arrive en même temps. Et là, c'est compliqué parce que pour un cerveau créatif, de passer du projet A au projet B au projet C, qui là, c'est un truc un peu pharmaceutique. Là, c'est une nana, une fleuriste. Là, c'est, je sais pas, une appli, un truc complètement différent. En fait, c'est hyper difficile. Et là, je sais que je perds un peu de ma créativité. Donc, l'enjeu derrière, c'est de réguler ça, parce que pour moi, c'est un peu comme je sais pas comment dire, mais comme un robinet, tu vois, que tu peux un peu actionner ou pas. Et si ça coule plus, en tout cas, dans mon métier, c'est compliqué. Donc j'essaye de gérer comme ça, mais c'est vrai que dans les périodes où il y a trop de travail ou c'est surtout de jongler entre les projets, en fait, qui est compliqué et qui peut un peu me fatiguer en termes de créa. Ok, la sur-stimulation. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, c'est marrant parce que moi, ce serait plutôt l'inverse. C'est vu qu'il y a de la diversité, en fait, un sujet, quand j'étais copywriter, on va prendre ça, un sujet qui portait sur l'immobilier, ça va m'amener dans des recherches, dans des trucs très particuliers, et ensuite passer sur une chamane, par exemple, parce qu'à un moment, j'avais les deux en parallèle. Et tu vois, il y a Mhm. des liens à faire entre des sujets que tout oppose, littéralement. Mais c'est intéressant, ok, que tu fonctionnes comme ça. Et est-ce que les gens qui viennent te voir, ils se considèrent pas créatifs? Ou ils ont besoin, ou c'est des créatifs qui ont besoin d'être chapeautés un petit peu, challengés parfois? Alors, j'ai vraiment les 2 types de profils. Autant tu peux avoir des personnes qui, justement, ont trop d'idées, tu sais, ont superposé trop de choses parce que, justement, créatif, et du coup, «Ah, ça, c'est une bonne idée, ça, je vais rajouter ça et ça», et en fait, ils arrivent en me disant: «Bah, là, je sais plus ce qui, est aligné, ce qui est bien, ce qui me sert, me dessert». Donc tu as ce profil-là, effectivement. Et après, tu as l'autre profil de, moi, j'y connais rien, j'ai pas d'idée, je préfère vraiment laisser quelqu'un de pro gérer ça. Et dans ce cas-là, où là, j'ai un petit travail aussi un peu plus d'éducation, tu vois, sur la créativité, et de se laisser un petit peu aller, même si je fournis des templates et je fournis des outils de toute façon qui aident à tout ça. Mais là, il y a peut-être un petit travail en plus à faire. Mais tu vois, c'est vraiment pas les deux mêmes Mm. profils. T'en as un où tu dois un peu plus affiner et dire, oh, tranquille, attends, reste sur ta ligne. Et l'autre où justement, c'est, regarde, tu es capable aussi quand même d'avoir de la créativité. Et ça me rappelle tout à l'heure lorsque tu as parlé de ChatGPT. Donc, tu as créé un GPT qui va piocher, faire la jauge, tout Ouais. ça, tout te mettre bien. Euh, Déjà, merci pour la passerelle parce que c'est un vrai sujet, l'IA, quand on parle Oui. créativité, tout ça. Et j'aimerais bien, moi, avoir ton ressenti par rapport aux 2, 3 dernières années qu'on vient de connaître, où l'IA va prendre le contrôle du monde et c'est la fin des créatifs. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, je suis quelqu'un donc je suis une geek, il faut savoir. Donc moi, j'adore le sujet de l'IA, je l'utilise tous les jours, donc ça fait partie de mon quotidien. Par contre, pour toute la partie justement, comment dire? L'IA, je trouve que ça peut vraiment te servir comme aide, comme outil. Mais j'ai essayé de tester, tu vois. Je me suis dit, je vois bien que je vois passer des pubs où l'IA peut te créer ton site en 2 minutes. Mince, tu vois, que va devenir mon métier? Et en fait, je teste et je regarde. Et alors, peut-être que pour un néophyte, vraiment quelqu'un qui n'y connaît rien, peut-être qu'il ne verra pas la différence entre ce que propose une IA et ce que propose un vrai professionnel du métier. Mais il y a encore quand même un gros chemin à faire pour l'intelligence artificielle, notamment aussi pour tout ce qui va être
je sais pas, j'ai essayé aussi, tu sais, de générer des logos. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des personnes qui vont bon, bah, tu retombes vraiment. En fait, l'IA va pas justement. Bah, je pense que moi, en tout cas, ma plus-value et la plus-value de certainement beaucoup de designers, c'est ce que je te disais, c'est d'aller chercher ce qu'il y a dans l'individualité de la personne que j'accompagne. C'est quoi son parcours, c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qu'elle veut mettre en avant, qu'est-ce qu'elle a à proposer. Et ça, ben, malheureusement encore, ou heureusement, l'IA le fait pas encore. Et donc, je pense qu'il y a quand même encore besoin de cette partie réflexion humaine et esprit critique aussi que peut apporter quelqu'un derrière. Donc, pour le moment, pour moi, c'est un outil qui peut aider. Oui, peut-être que d'ici peut-être 2 ans ou quoi, je ziote ça parce que je me dis ça avance quand même très vite et effectivement, il faut faire attention. Mais je pense qu'on aura toujours besoin des humains dans ce genre de travail, tu vois. Ne serait-ce que pour le lien, le feedback, Oui. et le temps d'interprétation aussi. Toi Mm. qui es une geek, comme tu l'as dit, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, quand j'échange beaucoup avec ChatGPT, en fait, il me dit des trucs hyper pertinents, mais il m'en dit tellement que mon cerveau a pas le temps Ouais, d'assimiler. Tu vois, comme avec un humain, tu pourrais avoir une conversation à un vrai rythme, prendre le temps d'assimiler parce que l'humain, bah, on a tous tous nos trucs à faire, tu vois. Et quand tu revois la personne, ensuite, tu as eu le temps de décanter un petit peu. ouais, Mais là, avec l'IA, c'est du tac au tac. Et même si c'est pertinent, en fait, tu prends pas forcément la mesure de ce qu'il te dit, du moment que ouais. tu l'intègres pas suffisamment. Et c'est un peu le sujet de tout à l'heure de tu vois, la surstimulation. Moi, c'est ça que ça me fait dans mes conversations de ChatGPT. J'ai 3 idées d'offres à sortir, 2 freebies, 10 épisodes de podcast, le truc est prêt et tout ça. Mais en fait, ça fait trop. Il y a beaucoup trop d'idées, il y a beaucoup trop d'informations. Et je suis d'accord avec toi, c'est, ouais, ça laisse pas le temps de maturation en fait des idées et du vrai process en fait humain, en tout cas que notre cerveau a besoin pour amener une idée à son terme. Je trouve qu'effectivement l'IA elle enlève un petit peu ça et qu'on se sent trop submergé par tout ce qu'on peut faire avec au final. Mm. Donc, utilisez l'IA avec parcimonie, vous qui nous Tout à fait, écoutez. c'est ça. Et j'ai un petit jeu à te proposer. Mhm. C'est la roue. Je vais te partager mon écran tout de suite. Je te laisse me confirmer que tu le vois bien. Hop, c'est parti. Je le vois. Ok. Je te laisse me donner un nombre entre 1 et 5. 4. 4. 1, 2, 3, 4. À ton top, je lance la roue. Top. Et on est parti. La rencontre, ok, trop cool. Mhm. T'as les petits claps avec. C'est clair. La question associée, c'est la première fois que je suis content qu'on ait la rencontre. La question associée, c'est quelle est la personne que tu as rencontrée dans ton business ou dans ta vie, en dehors, qui t'a le plus fait évoluer sur, ça peut être sur ton métier ou sur ta manière d'être dans l'entrepreneuriat. Oh punaise, c'est difficile. J'ai plein de noms qui me viennent en tête. J'ai plein de noms qui me viennent en tête. Alors, je pense citer 2 Bien ou sûr, je triche si j'en cite bien 2. sûr. Et tu fais ce que tu veux D'accord. ici, hein. On est ensemble. Parce que j'ai envie de citer Safia Gourari, qui est une entrepreneure en fait que j'ai suivie dès que j'ai commencé. Et si tu veux, en fait, quand j'ai quitté, parce que ma micro-entreprise, je l'ai créée il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, mais j'étais salariée à côté. Et le jour où j'ai décidé de vraiment abandonner le salariat et de me lancer à 100% à mon compte, bah, il y a plein de questions qui sont venues se poser. Et c'est là où je me suis dit, ben, je pense que j'ai pas envie d'être qu'une prestataire de service. J'ai aussi envie de mettre un pied dans le business, dans l'infoprenariat, tu vois, enfin, tout ce monde-là. Et bah, à l'époque où je me suis lancée, en tout cas, Safia Gouari, c'était une des figures dans ce milieu-là, en tout cas peut-être dans la partie plus milieu entrepreneuriat féminin, je pense. Et du coup, je me suis formée à ses côtés pour bah, créer une formation en ligne, tout ça. Enfin, c'était le truc de 2020, c'était so trendy. Donc,
Je sais qu'elle m'a énormément aidée et j'ai aussi beaucoup appris. Elle m'a beaucoup inspirée de tout son chemin, tu vois, dans tout le chemin qu'elle a suivi parce que elle a eu une belle renommée et elle a su, elle aussi, ralentir, tu vois, et revenir un petit peu à ce qu'elle aime faire. Et donc, ça m'a beaucoup inspirée aussi. Donc voilà, donc je cite elle parce que en tout cas, c'est la première personne qui m'est venue en tête et je sais qui m'a énormément apporté sur beaucoup d'aspects. Et la deuxième personne que j'ai envie de citer, c'est Claire Bugades, qui est ma consultante business depuis 3 ans et qui a tout changé en fait dans, dans tous les aspects de mon business, qui m'a vraiment aidé à me repositionner, à affirmer encore plus mon message, à même en termes de mindset, tu vois, accepter, tu vois, toute cette partie, je suis une introvertie et en fait, on a le droit d'être introverti et c'est pas pour ça qu'on est moins que les autres ou quoi. Enfin, tout ce côté-là, j'ai appris à l'accepter et à l'affirmer surtout, grâce à Claire. Et puis, elle fait partie de mon quotidien aussi parce que elle me recadre, tu vois, quand il y a trop d'idées, trop de créativité dans ces moments-là, elle me recadre, elle fait voilà, attends Marion, d'abord on travaille sur ça, on verra le reste après. Donc pour le coup, c'est vraiment tu vois, on parlait tout à l'heure de s'entourer, de partager aussi, d'échanger avec les gens autour de nous. Et je pense que Claire, elle fait vraiment partie de ces gens-là qui m'aident au quotidien à avancer dans la bonne direction. Ouais, on parlait de ce côté-là et c'est trop bien que tu le dises noir sur blanc, même si toi tu fais des stratégies et t'es hyper créatif et tout. En fait, t'as besoin d'un garde-fou, tu vois, Ouais, c'est parce ça. que sur notre propre business, et moi le premier, on est rarement objectif, surtout quand on est un peu créatif. Moi, il y a plein de trucs Oui. que je voudrais mettre et je me dis, mais non, en fait, ça sert pas forcément. Les gens que j'ai envie de servir, ça me fait juste marrer sur le moment et c'est pas, Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. ça m'est arrivé encore ce matin, tu vois, mais je fais pas, non. C'est ChatGPT. Quand j'ai passé dans le ChatGPT, il m'a dit, c'est vrai que c'est marrant, mais est-ce que vraiment la tension émotionnelle, tu veux la casser pour rajouter un peu d'humour? Ouais, il a Non, raison. c'est bien. Il peut aider aussi quand même à canaliser aussi. De ouf, de ouf, de ouf. Je vois que le temps passe. Euh, où est-ce qu'on te retrouve si on a envie d'avancer avec toi, être au contact de ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, en temps normal, tu vois, j'aurais dit sur Instagram, mais du coup, là, je suis vraiment en phase ralentissement total, donc je partage que quand j'ai envie et j'ai plus de calendrier édito, au moins pour les quelques semaines qui arrivent. Mais suivez-moi sur Insta quand même, c'est là où je suis quand même présente. Sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Toutes des audacieuses créatives, où j'y parle justement de mon approche de l'image de marque. Je donne pas mal de conseils et je fais intervenir aussi des femmes entrepreneurs pour parler de leur parcours, de leur marque personnelle. Ça permet d'avoir un peu des approches différentes et de voir que chacune a sa sauce. En fait, on vient créer sa propre image et que ça marche très bien de différentes façons. Et troisièmement, sur mon site web, j'ai un site où j'ai un blog également où je partage des gros articles assez complets, un peu comme des guides sur plein de sujets différents qui touchent encore une fois à l'image de marque ou au web design, et où vous pouvez voir aussi tous les services que je peux proposer et mon brand shop aussi. C'est des petits produits qui peuvent aider aussi sur certains sujets. Ok. Pour toi qui nous écoutes, il y aura les liens en description. Et vu que tu es encore là, il y a une question qui me vient, maintenant que tous les autres sont partis, sur ce que tu viens de dire et le fait que tu partages lorsque tu as envie. Est-ce que c'est hyper spontané, typiquement, tu as une idée, ça part dans l'heure, ou il y a quand même un process derrière, malgré Non, le j'ai quand côté même spontané? ouais, non, j'ai quand même un process de batching en fait Ouais. que j'ai depuis longtemps. Enfin, avant, si tu veux, j'étais très carré et cadré sur mon calendrier édito. Il était prêt un mois à l'avance et tu vois, il y avait pas. Et puis des fois, si j'avais une idée spontanée, je pouvais y penser et la rajouter. Et je crois que c'est ça qui m'a, je, je pense que c'est ça qui m'a mis ce côté un peu carré, c'est que si tu veux, pendant au moins 3 ans, j'avais c'est plus trop à la mode maintenant, mais tu sais, un feed qui fonctionnait avec un ordre dans les couleurs pour que ce soit bien aligné. Tu vois, le genre tous les trois, ça faisait des diagonales de vert, des diagonales de jaune. Ah oui, 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 ok. Donc si tu veux, quand je crée moi mes visuels,
c'était hyper carré parce que je pouvais pas me dire, ah tiens, j'ai pensé à cette idée, je vais l'insérer ici. Parce que si j'avais créé un mois à l'avance de carrousel ou de visuel, il fallait que je change toutes les couleurs de tous mes trucs. Donc du coup, ça m'a permis un peu de me dire, attends, les idées spontanées, on les case dans un calendrier édito, ce qui est plus mon cas aujourd'hui, puisque maintenant, c'est plus effectivement... j'ai quand même ce truc de batching en mode, là, je mets toutes mes idées à plat, puis après, je vais prendre les meilleures idées, je vais toutes les rédiger, et puis après, je vais faire tous mes carousels, enfin, tu vois, ou mes reels. Voilà. Donc, je batch quand même, ouais. Et alors, c'est une question très personnelle, ça n'engage que moi. Moi, je sais que quand j'ai une idée, sur le moment, elle est trop bien, tu vois. Ouais. Et si j'y reviens plusieurs jours après, j'ai la flemme, tu vois. J'avoue, J'ai oui. du mal avec les calendriers édito. Alors, je sais que ça marche pour d'autres personnes, hein, c'est factuel. Mais est-ce que toi, ça a toujours été... comment tu te sens vis-à-vis d'une idée que tu vas poster, sachant que ça fait peut-être 3 Ouais. semaines qu'elle est Mais planifiée? je suis absolument d'accord. Mais le nombre de fois, si tu veux, où j'ai réécrit des trucs, parce que justement, je fais mon fameux batching, et au moment où je viens dans la phase où, je sais pas, où je vais créer mon carrousel ou quoi, et que je suis en train de refaire mon visuel, et je me dis, mais je peux pas dire ça, c'est trop nul. Ça sert à rien. Le nombre de fois où j'ai refait des choses. Ah oui, non, mais ça, je suis absolument d'accord. Et par contre, ce que j'ai remarqué, tu me diras si, si ça t'est déjà arrivé, si tu as aussi ce retour-là, c'est que des fois, tu as vraiment une idée qui te pop comme ça, ou une envie très forte d'un partage peut-être un peu plus personnel. C'est souvent des trucs un peu plus perso. Et là, tu te dis, c'est maintenant, quoi. Et donc, tu le crées, tu fais tout le truc, tu le postes. Et souvent, je trouve que ce sont ces posts-là qui ont le plus d'engagement, qui ont le plus de répercussions et qui résonnent le plus. Parce que justement, il n'y a pas eu tout ce process d'idéation, de création, de machin. J'ai l'idée, elle me parle trop, j'ai envie de la partager maintenant. C'est le momentum, quoi. C'est exactement ça. Et bien souvent, moi, ce que je fais, c'est mes carousels, c'est, on va dire, mes mécanismes. Tu vois, les trucs qui peuvent être consommés, sauvegardés, et les gens peuvent y revenir, et c'est très carré, très travaillé d'ailleurs. Je me casse. Hier, j'ai passé 2 heures sur 2 carousels, et je m'en voulais le soir, j'étais J'ai frustré mal, le ça. soir. Ça fait mal. Ce matin, je les ai tous repris. En 1 heure, c'était plié. Ah, Parce que je me punaise. suis pas cassé la tête avec la belle image au fond. Là, j'ai fait une typo en gras s'il faut, c'est tout. Ça marche aussi très bien. Et ça marche aussi très bien. Mais par contre, quand les partages spontanés, c'est photo, texte, et Ouais. effectivement, bien souvent, tu te dis, ça va pas marcher ou c'est très simple, trop simple parfois. Et c'est ça où les gens te disent plus tard, putain, ce post-là, il était pas mal, hein. Ouais. Donc ça me le fait aussi. Ouais, c'est marrant, hein. Comme quoi, des fois, en fait, on en a besoin en fait de cette partie plus carrée, plus justement stratégique, qui est alignée avec ton image de marque, avec ton identité, parce qu'il y a des repères visuels, etc. Enfin bref, on va faire un cours sur l'image de marque, mais c'est essentiel. Mais des fois, en fait, juste le côté spontané et le petit partage comme ça du moment, ben, ça marche aussi très bien en termes de plus de connexion émotionnelle en fait avec les gens. Et j'ai même l'impression qu'on retombe avec ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tout est bien léché, c'est bien monté, tout ça, des fois les trucs un peu plus, on va dire, freestyle, connectent plus parce que ça prend le contre-pied de tout ce qui se fait Ouais. actuellement, ou à un moment donné. Alors moi là, ce que j'ai peur justement, c'est que justement là, on est énormément dans une tendance là sur la fin d'année, et je pense aussi pour l'année prochaine, on est vraiment sur une tendance, ça se voit, tu vois, sur Insta, les trucs un petit peu plus imparfaits, les écritures manuscrites, les carousels justement un peu moins chiadés, quoi, où on voit que la personne y a passé des heures et des heures derrière. Là, c'est vraiment la tendance. Et du coup, ce qui me fait peur, c'est que souvent, quand tu as une tendance, derrière, tu as toujours un ras-le-bol de cette tendance. Et du coup, il y a le contre-pied. Donc, je me demande, ce sera quoi l'étape d'après cette période où là, on est un peu plus chill dans tous nos créates visuelles. Et ça fait du bien, des fois, de se lâcher un peu la grappe. Mais je me demande qu'est-ce qui arrivera après cette période un peu plus imparfaite, quoi. Ouais, cette notion de cycle, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Quand tu commences à capter les cycles et les vagues qui se répètent finalement parce que on reste des humains malgré l'IA, malgré tout ça. Ouais. Le besoin qui est assouvi maintenant, il y a le contre-besoin, on va dire, qui va venir derrière. Ouais. Et même en termes de marketing. Là, je vous tease l'épisode suivant, mais on y reviendra plus tard. Marion, merci infiniment pour tout ce que tu es venu partager ce Merci à matin. toi. Et à toi qui nous écoutes, tu auras tous les liens en description pour retrouver Marion.
Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao Marion. Merci, salut.